Mais si je dois parler du code du numérique, je vais partir d'abord d'un certain nombre de cas. Et les cas qui me reviennent et qui ont amené l'opinion à se demander, mais qu'est-ce qui sous-tend les différentes interpellations, les différents procès qu'on fait à des journalistes ou à des activistes des réseaux sociaux. Il ne faut pas oublier que l'instrument de communication, le puissant instrument de communication qui a aidé le régime de la rupture à accéder au pouvoir, ce sont les réseaux sociaux. Alors, si avant 2016, on n'a pas senti de répression des activistes des réseaux sociaux, qu'est-ce qui explique cette répression accrue de la liberté d'expression sur les réseaux sociaux, même s'il est évident que liberté d'expression ne veut pas dire tout et n'importe quoi, mais tout doit se faire dans le respect d'un certain nombre de respect de la condition de la dignité humaine. Et je plante ainsi le décor et je pars des cas. Moi, le premier cas qui me revient, c'est celui de monsieur Ignace Sossou. Voilà, Ignace Sossou, un journaliste et qui a été arrêté, je crois même sans convocation. Et le plaignant, c'était l'ancien procureur de la République du tribunal de première instance de Cotonou, qui s'était plaint de ce qu'il a subi un harcèlement par le fait de dire ou des écrits sur les réseaux sociaux de monsieur Ignace Sossou, qui lui attribuait les propos suivants. Je crois, si ma mémoire est bonne, M. Ignace Sossou disait que le procureur, lors de, je crois, d'un séminaire ou d'une formation qu'il donnait en tant que conférencier, disait que le code du numérique est une arme braquée sur la tempe du journaliste. Je crois que cela a été relayé. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Je n'étais pas le jour-là, je n'étais pas présent lors de la conférence. Je n'ai pas été l'avocat de M. Ignace Sossou, mais il lui a été reproché de l'avoir dit sur les réseaux sociaux et ça lui a valu une détention. Ça lui a valu une détention. Il a été condamné sur la base du code du numérique. Et c'était la première fois qu'un journaliste, parce que sous, je crois, je ne sais pas si les journalistes faisaient toujours l'objet de garde à vue ou de détention provisoire. Cela avait été abrogé par les textes de la République, notamment le code de l'information et de la communication. Mais donc, cela a commencé par interpeller l'opinion, les associations professionnelles des médias de la place sur le caractère nocif de ce code du numérique. Alors, après le cas de M. Ignace Sossou, il y a eu le cas de M. Kazmi Pedjo, où sans ménagement, sans convocation, l'Office de répression de la cybercriminalité a débarqué chez lui, il a été arrêté manu militari, il a été traité comme un vanité. J'ai eu à l'assister durant l'enquête préliminaire, mais pour des raisons qui me sont propres, je ne me suis pas présenté à sa défense à la criette. C'est le même cas. Et dans ce cas, c'était le ministre de l'économie et des finances qui était le plaignant. Parce qu'il avait critiqué, je crois, une publication du ministère de l'économie et des finances. Et celle-là lui a valu une détention provisoire de près de 8 jours, je crois. Le troisième cas, si mes souvenirs sont toujours, si ma mémoire m'est toujours fidèle, je crois que c'est le cas de monsieur, je crois, Vigile Awansé. Monsieur Vigile Awansé, qui lui, parce que il a relayé une information selon laquelle la police républicaine avait abattu des présumés voleurs dans une école primaire de Porte-Nouveau. Il a été présenté au procureur. Je ne sais pas si lui, il a été interpellé sans convocation, mais ce qui est constant, c'est que c'est sur la base du code du numérique qu'il a été interpellé. Et lui, figurez-vous encore, sa procédure est toujours pendante devant la criette, ainsi que celle de M. Kazmi Pedjo. Alors, les deux derniers cas, c'est important pour moi de faire une litanie des différents cas dont je me souviens pour présenter un peu la situation de la liberté d'expression des journalistes et des acteurs des réseaux sociaux. Les deux derniers cas, il y a le cas de M. Rémi Nyambakbo. Dans le cas précédent, celui de M. Vigile Awansé, le plaignant, je crois, c'était la police républicaine.
dans le cas de M. Rémi Nyambako, le plaignant, c'était le président du parti UP Le Renouveau, si mes souvenirs sont bons, le professeur Joseph Djamboni, qui disait que M. Rémi Nyambako, qui est très suivi sur les réseaux sociaux, lui avait attribué qu'il voudrait être président ou candidat à la candidature par tous les moyens. Voilà. Et je crois que c'est cela qui a amené que M. Rémi Nyambako soit interpellé sans convocation. Parce que la règle, c'est délivrer une convocation à la personne que vous reprochez dès lors que je n'ai pas l'infraction ne vient pas de se commettre, on n'est pas dans une situation de flagrant délit, lorsque ce n'est pas un crime de sang, ce n'est pas un vol, ce n'est pas que l'auteur de l'infraction est inconnu, c'est-à-dire si on ne la maîtrise pas, si on ne maîtrise pas cette personne, elle va disparaître dans la nature, dans la seconde qui suit la commission de l'infraction. On n'est pas dans ces cas-là. À l'exception peut-être, on va dire, du cas de M. Steve Amoussou, que les Béninois ont découvert récemment, les autres cas, ils sont connus, ils sont identifiables, leurs numéros sont connus, leurs domiciles sont connus. Mais pourquoi l'OCRC, chaque fois qu'un membre du gouvernement, chaque fois qu'un membre proche d'un parti politique, membre d'un parti politique du pouvoir, dépose une plainte pour harcèlement sur les réseaux sociaux, l'OCRC, qui est aujourd'hui devenu appelé la CNIL, ne se donne pas l'obligation de respecter le code de procédure pénale.